La team, bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien depuis vos positions. Quant à moi, je me porte très bien. Les gars, Koulibaly Kubier était au Sénat, exactement comme il était au Parlement. Et justement, il a eu à répondre encore sur la question concernant le président Laurent Gbagbo. Et j'ai envie de dire qu'il a un peu évolué. Koulibaly Kubier a juré qu'il n'a jamais dit que le président Gbagbo ne pouvait pas être candidat, que ce n'est pas lui qui décide de l'éligibilité d'un candidat. J'ai envie de dire qu'en soi, même s'il n'a pas dit que le président Laurent Gbagbo ne peut pas être candidat dans la liste électorale, bah, ce n'est pas loin. C'est qu'il a eu à dire. Parce qu'il a été clairement juge de tout et pourtant ce n'était pas son rôle. Quand, quand le ministre Hubert Oulaye lui a posé la question sur le cas du président Laurent Gbagbo au Parlement, en réalité, Koulibaly Kubier aurait donné vraiment une réponse impartiale. Mais il a donné la réponse d'une personne qui avait choisi son camp. Et c'est ce qui fait que ce n'est pas juste cette position. Vous comprenez que c'est son problème personnel même que le président Laurent Gbagbo ne soit pas dans la liste électorale. Oui, on est d'accord qu'il y a Alassane Dramane Ouattara derrière. Personne ne le dit. Mais aujourd'hui, la position de Koulibaly Kubier laisse croire que lui-même, de son propre chef, il a décidé de nuire au président Laurent Gbagbo. Derrière, il sait aussi que toutes les attaques iront vers Alassane Dramane Ouattara et dont lui sera épargné. Mais qui sait exactement ce qu'il pense, M. Koulibaly Kubier, quand on sait que lui-même était dans la rébellion en 2010. Bah, si quelqu'un était dans la rébellion en 2010, ça veut dire qu'aujourd'hui, il a encore cette haine viscérale contre le président Laurent Gbagbo. Et il peut décider de son chef d'exclure celui-ci. Maintenant, quand il est au Sénat, avec les vénéraux sénateurs, il a une nouvelle question sur le cas du président Laurent Gbagbo. Et il essaie tant bien que mal de nous faire comprendre qu'il n'a jamais dit que le président Gbagbo ne sera pas candidat. Mais quand vous décidez de ne pas mettre son nom dans la liste électorale, et que vous venez prendre la défense du ministère de la Justice, prendre la défense des juges qui ont fait le procès, prendre la défense de qui avait droit à l'amnistie ou pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Vous avez eu quelqu'un qui est venu même vous lire l'amnistie qu'on a accordée à tous ceux qui font partie de la crise post-électorale de 2010. Mais tu viens nous lire ça en vertu de quoi et en tant que qui? Si on a amnistié tous ceux-là qui faisaient partie de la crise post-électorale et qu'on n'a pas amnistié ceux qui étaient encore en procédure judiciaire à l'international, mais ça ne veut pas dire que l'amnistie ne s'applique pas à eux. Ça veut simplement dire que pour l'instant, comme ils sont en procès à l'international, ça ne s'applique pas pour l'instant. Mais dès lors où ils sortiront de ce procès et qu'ils rentreront dans le territoire même où l'amnistie a été accordée, bien évidemment que l'amnistie va s'effectuer à eux en tout état de cause. Mais Koulibaly Kubier a essayé de nous expliquer pourquoi l'amnistie ne s'appliquait pas au président Laurent Gbagbo. Ben non, c'est une sortie partisane. Et aujourd'hui, ce qu'il vient nous dire au Sénat, pour moi, ça ne change pas grand-chose parce qu'en réalité, il nous a déjà montré le camp qu'il a choisi. Et ce n'est pas juste quand on est le président de la CEI parce que tu devrais, un minimum, être indépendant. Mais là, tu montres que tu es d'un militantisme qui n'a même pas son nom, quoi. Tu as choisi ton camp, tu es RDR, tu es RHDP, peu importe le nom que vous voulez, mais en tout cas, tu n'es pas indépendant. Ça, c'est clair. Là, team, je vous mets ici quelques vidéos de la sortie de M. Koulibaly Kubier au Sénat. Vous savez, moi, je ne rate rien. Je ne rate rien en termes de politique. Et donc, je suis sur tous les coups. Regardez cette vidéo. Cette mention soit désormais faite sur la liste électorale concernant mon nom. Il peut arriver le cas d'une femme mariée qui, au moment de s'inscrire sur la liste électorale, était jeune fille et par la suite, la fortune aidant, la providence aidant, elle devient une femme mariée. Et puis donc, elle veut porter le nom de son époux. Alors,
elle peut demander à ce que ce nom qui révèle son nouvel état soit mentionné dans la liste sur la liste électorale. Et puis, il y a le deuxième aspect qui concerne les personnes qui ne méritaient plus de figurer sur la liste électorale. Ces personnes sont au nombre de deux. Il y a les personnes qui sont décédées, parce que pour vous inscrire sur la liste électorale, quand vous naissez, vous bénéficiez de la personnalité juridique. Vous êtes apte à avoir des droits. Entre autres droits, pour ce qui nous concerne, c'est de voter. Mais quand vous décédez, vous cessez d'être une personnalité juridique. Ce faisant, vous ne pouvez plus voter. Donc, conséquence, on vous sort de la liste électorale. Et c'est pour cette raison qu'à cette occasion, la commission électorale écrit au ministère de l'Intérieur de lui donner la liste de toutes les personnes qui sont décédées. L'autre aspect concerne donc les personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques. Alors, à l'occasion d'une décision de justice, vous pouvez être déchu de vos droits civils et politiques. Alors, je crois qu'il y a un des sénateurs qui a dit à quel moment on perd ses droits civils et politiques. Je réponds en même temps à la question pour dire que ce n'est pas toutes les infractions qui emportent déchéance des droits civils et politiques. En matière de crimes, la déchéance est systématique. Dès que vous êtes reconnu coupable, il va de soi que vous perdez tous vos droits civils et politiques. Mais pour certains délits, il faut que le juge lui-même prononce la déchéance des droits civils et politiques. C'est une matière, c'est vrai, je suis magistrat, mais c'est une matière dans l'exercice de mes fonctions actuelles qui ne ressortit pas à la compétence de la commission électorale indépendante. Mais pour des questions didactiques, j'en parle. Mais il ne faudrait pas que l'on considère que j'empiète sur les attributions d'un autre département. Mais il est bon de savoir que le sort de la commission électorale est difficile dans ce cas parce que nous sommes les derniers de la chaîne. Nous tirons les conséquences des actes qui nous ont précédés. L'officier de l'état civil nous envoie la liste des personnes décédées, on en tire les conséquences. Le ministère de la Justice nous envoie la liste des personnes déchues de leurs droits civils et politiques, on en tire les conséquences. C'est nous qu'on voit. Nous, on ne fait que tirer les conséquences. Mais là où vous avez été déchus de vos droits civils et politiques, c'est là-bas le débat. Ce n'est pas chez nous, c'est là-bas le débat. Il est bon de le dire. Et puis, voyez-vous, ce qui me déplaît dans cette situation, c'est qu'on a l'impression que c'est une bravade ou bien des actes de défiance que nous faisons à l'endroit de certains de nos concitoyens. Le président Kubier dit que tant que cette personne sera comme ça, elle ne sera pas sur la liste électorale. Et ainsi, j'aurais enlevé aux compétences du Conseil constitutionnel ses attributions. Mais ce n'est pas vrai ce que je dis. Ce que je dis, ou bien voilà ce que je dis. Il y a le contentieux de l'éligibilité qui relève du Conseil constitutionnel. Je n'ai jamais dit que le président Gbagbo ne peut pas être candidat. Je n'ai jamais dit ça. Parce que ça ne relève pas de moi. Tout citoyen peut demander à être candidat. Mais maintenant, est-ce qu'il sera éligible? Ça relève du Conseil constitutionnel. Mais je dis que pour ce qui est de l'inscription sur la liste électorale, cela ressortit à la compétence de la commission électorale indépendante. Et je dis donc que tant qu'il y aura une liste sur laquelle ces citoyens sont énumérés parce qu'ayant été déchus de leurs droits civils et politiques par une décision de justice, j'aurais failli à ma tâche si je les inscrivais sur la liste électorale, alors qu'on me demande le contraire. C'est ce que j'ai dit. Et ça relève de nous. Mais maintenant, qui peut être candidat, qui ne peut pas être candidat, moi je ne l'ai pas dit. Moi je ne statue pas sur ça. D'ailleurs, le constituant dit que dès que vous déposez votre dossier de candidature, la commission se charge de les déposer devant le Conseil constitutionnel qui est seul compétent pour apprécier l'éligibilité d'un candidat, conformément à la loi. Ça ne relève pas de la commission. Mais pour vous inscrire sur la liste électorale, l'article 3 dit qu'il appartient à la commission de vérifier si vous êtes ivoirien, si vous avez 18 ans, si vous jouissez de vos droits civils et politiques et si vous êtes venu vous inscrire sur la liste électorale. Voilà les 4 conditions que nous apprécions. Voilà. Donc, pour ce qui est donc de la révision de la liste électorale, elle consiste à capter les primo-électeurs et à actualiser les données sur la liste électorale. Ensuite, M. Lamine Konaté demande s'il y aura des équipes mobiles. Non. Cette année, il n'y aura pas d'équipe mobile. Vous savez, ce n'est pas facile avec les politiques. En son temps, on l'avait fait.
certains politiques sont venus nous saisir pour dire qu'il y a des gens qui partaient il y a des candidats qui rassemblaient des gens dans des lieux précis et les équipes étaient destinées à aller enrôler cette personne-là. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On dit, bon, dans ce cas, on va laisser les équipes statiques. Tous ceux qui veulent venir se faire enrôler vont aller à ces équipes-là. Sinon, par le passé, on le faisait en tenant compte un peu de nos parents à cause des activités agraires. On disait, bon, peut-être tel jour, ils ne sont pas là, tel autre jour, une équipe va passer pour ratisser l'âge. Mais ce n'est pas facile. Quand vous faites ça, certains se lèvent pour dire non, 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 non. On a constaté que tel ou tel appartient à tel candidat. Et le candidat, là, il a rassemblé ses électeurs, des électeurs fictifs là-bas, et ils sont partis les faire enrôler au détriment de la règle de droit. Bon, ce n'est pas facile. Donc, pour être transparent, nous, on fait au vu et au su de tous, à l'abri de la pénombre, on met notre guichet pour que chacun vienne se faire enrôler, afin que nul n'en ignore. Et puis, la radiation des personnes décédées, qui peut demander la radiation des personnes décédées? Mais c'est toute personne qui détient un document authentique. Maintenant, vous allez me dire, mais toute personne peut détenir un document authentique, mais généralement, ce sont les parents. Ce sont les parents qui détiennent ces documents authentiques. Vous savez, en matière d'état civil, les documents, qui peut avoir un extrait d'acte de naissance? L'extrait d'acte de naissance peut être remis à toute personne qui en fait la demande. Mais la copie intégrale n'est remise qu'au titulaire lui-même. C'est ça la différence. Mais les extraits, quand une personne vient, je sais, l'idée qui sous-tend, qui est en trame à cette question, c'est d'éviter qu'un adversaire vienne déclarer un autre mort. Bon, vraiment, il faut être de politique pour penser à ça. C'est quand même macabre quand même de venir déclarer avec un document à l'appui, comme on appelle ça, un adversaire décédé. Bon, mais comme ce n'est pas ce qui manque, bon, vraiment, je ne sais pas comment répondre à cette question, mais retenez tout simplement que toute personne pouvant justifier du décès de quelqu'un peut venir demander la radiation. Alors, l'article 12 précise très bien que le requérant doit être électeur. Voilà, parce que tu ne vas pas venir demander à radier des électeurs alors que toi-même tu n'en es pas. Ça va de soi. Hein? L'article 12 dit, pour demander l'inscription, il faut être électeur de la circonscription de la personne dont vous demandez l'inscription. Mais l'article 12 dit aussi, pour radier, vous n'avez même pas besoin d'aide de la circonscription. Tout électeur peut demander la radiation de toute personne décédée ou déchue de ses droits civils et politiques. Toute personne. Dès que vous avez la preuve par un document authentique, ben, automatiquement, on en tire les conséquences. Voilà, Madame la Présidente, les 5 questions qui m'ont été posées. J'espère pouvoir avoir répondu à celles-ci.